Salut Laura, je te reçois aujourd'hui pour parler du coup de ta paraplégie qui te touche depuis juin 2020, de ce que tu m'as dit. C'est ça. Je suis vraiment très content de te recevoir. Franchement, en fait, j'ai lancé le podcast, si tu veux, je crois en 2020, plus ou moins aussi. Et j'avais déjà globalement en tête, parce que j'ai entendu parler de ton histoire, tu vois, par mes parents, parce qu'on est vraiment globalement dans le même quartier. Et j'avais déjà en tête, je me disais, putain, ça serait trop intéressant de te recevoir. Mais je me disais, ça va peut-être faire un peu tôt au lancement du podcast, tu vois. Donc, je suis content que t'aies accepté, parce que c'était vraiment un objectif de t'avoir sur ce podcast. Je commence à être habituée à en parler, du coup. Et je trouve ça intéressant parce que le handicap, c'est quelque chose... Enfin, les gens, ils le connaissent pas forcément. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir en échanger pour que justement, on en parle et ça devienne quelque chose qui n'est plus tabou. En fait, voilà, le handicap, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et voilà, pour on va dire sensibiliser plus que prévenir les gens, plus sensibiliser à ce sujet-là. Ok. Toi, dans ton cas, c'est arrivé comment ? Alors moi, du coup, j'ai eu un accident en montagne, donc du coup le 4 juin 2020. Je me baladais toute seule et je me suis perdue. C'était une colline, hein, donc faut pas se dire la montagne c'est dangereux. C'était vraiment une petite balade de santé, on va dire. Et en fait, je me suis perdue. Je suivais un GPS sur mon téléphone et je sais pas si par manque de réseau ou moi par manque j'ai pas fait assez attention. Enfin voilà, j'ai emprunté en fait une sente, donc c'est un sentier qui est tracé par les animaux en fait, qui est pas tracé par les hommes. Okay. Et moi je me suis dit c'est un sentier. Et en fait pas du tout. Et je me suis retrouvée dans un endroit en fait très très raide, très glissant. Et quand je me suis rendu compte que j'étais perdue, où je me suis dit là il y a un problème, j'ai regardé en bas et je me suis dit je peux pas descendre, c'est trop dangereux, ça me faisait vraiment trop peur. Du coup je me suis dit plutôt je vais essayer de retrouver un chemin en continuant là-dedans. Et en fait au bout d'un moment mon pied a glissé tout simplement et j'ai dévalé du coup une cinquantaine de mètres où du coup j'ai glissé, j'ai un peu rebondi, je fais un peu de chute libre parce qu'il y avait quelques petits rochers. Et au moment où je me suis retrouvée sur le sol, en fait, j'ai ma colonne vertébrale certaines vertèbres qui se sont fracturées et ce qui a comprimé ma moelle épinière. Donc paralysée au niveau des jambes directement. Ok. Voilà, en gros. Et la montagne, c'est un truc dont tu avais l'expérience parce que c'est la région globalement est très montagnarde. C'est un truc que tu faisais souvent ou c'était une première fois ? Avec mon papa, ma maman, avec ma famille, oui, on faisait beaucoup de montagne. Avec mon copain aussi, on allait souvent en montagne. Après moi j'y allais pas souvent toute seule parce que justement j'avais cette appréhension là un petit peu d'être seule en montagne. Mais là voilà, je m'étais dit je l'avais jamais fait cette balade, mais c'était une petite colline, du coup je me suis dit je peux y aller toute seule. Et voilà, mais oui, j'étais habituée à aller en randonnée régulièrement, ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au moment de ton accident ? Est-ce que t'as du réseau ? Je veux dire, comment tu préviens les gens ? Comment... Alors, en fait, juste avant de glisser, j'avais appelé mon copain, qui lui, c'était juste après le confinement, donc lui, il était encore en télétravail, du coup, là où on habitait, et je l'avais appelé pour lui dire, là, je suis vraiment en stress, je suis pas bien, je suis dans un endroit hyper dangereux, en fait, je sais pas quoi faire, et il avait essayé de me calmer un peu en me disant, voilà, respire, continue ton chemin, et en fait, du coup, j'avais coincé mon téléphone dans ma brassière de sport, et j'étais toujours en appel avec lui. Ça me rassurait, même si on parlait plus, parce que lui il était en train de bosser, ça me rassurait juste de me dire, si je parle, il m'entend, enfin voilà. Et là, j'ai glissé. Et, enfin, juste après. Donc du coup, il m'a entendu dans ma chute. Et du coup, au moment où j'arrive sur le sol, heureusement, au final, j'ai mon téléphone directement dans ma brassière de sport, donc que je peux reprendre directement, parce que je pouvais pas bouger. Donc s'il avait été dans mon sac, je pouvais pas aller le chercher. Et là, je dis à mon copain... j'étais en pleurs, hein, t'imagines bien. Et mes premiers mots, ça a été de dire j'ai pas envie de finir en fauteuil. Donc je pense qu'inconsciemment, j'ai vite compris. Et après, je lui ai dit là, faut que je te laisse, j'appelle les secours. Donc du coup, je raccroche et oui, j'ai appelé les secours, donc j'avais du réseau. Mais après, ils t'envoient en fait un lien pour te géolocaliser. Et en fait, j'étais dans une forêt hyper dense, donc ils galéraient un peu à trouver ma position exacte, mais ils ont fini par me trouver, heureusement. Donc voilà, j'ai contacté les secours directement, les CRS des Alpes qui sont venus me chercher. Putain, le bon réflexe en tout cas d'avoir le téléphone encore en appel. Ouais, c'est heureusement parce que comme je te dis, s'il avait été dans mon sac j'avais un short avec une fermeture éclair à l'arrière, tu sais, et j'aurais pas pu aller chercher parce que je pouvais pas du tout bouger. Putain, ouais. Donc et puis dans ma chute, j'ai perdu mes clés de voiture, mais pas mon téléphone heureusement.
Donc, il faut trouver les avantages. Ouais, carrément, ouais. Mm. Et les secours, du coup, ils sont arrivés assez rapidement quand même? Ouais, ils sont arrivés, ils ont mis 30 minutes à venir. Donc, ouais, en fait, c'est hyper rapide. Mais sur le moment, ça te paraît long. Ça te paraît très très long parce que tu peux pas bouger, t'as mal. J'avais très 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 mal au dos en fait. Je sentais plus rien au niveau des jambes et tu te refroidis vite. T'as le stress, t'as de la douleur. Enfin, donc, alors moi j'ai pas perdu connaissance, mais du coup tu te sens de plus en plus faible en fait. Tu sens que pas que t'es en train de partir, mais presque en fait. Tu dis du coup en mode instinct de survie, moi du coup ça a inquiété ma famille, mais je les appelais en fait parce que je me suis dit il faut que je reste au téléphone avec eux. Enfin il faut que je continue à parler. Si je suis toute seule, je vais perdre toutes mes forces en fait. Donc il faut que je continue à parler pour rester bien éveillée. Si les secours me retrouvent pas et qu'ils me rappellent, il faut que je puisse leur répondre. Donc du coup j'ai rappelé mon copain, ensuite j'ai appelé mon père, mon frère, enfin voilà pour essayer de rester un peu active et continuer à parler pour pas perdre connaissance en fait. Donc une demi-heure c'est rapide mais sur le moment ça paraît ça paraît un peu long. Et du coup, là, t'es prise en charge en hélico? C'est ça, tout à fait. Donc du coup, ils m'ont élitreillé parce que l'hélico pouvait pas se poser là où j'étais. Okay. Donc les secours, il y avait 2 secouristes, un médecin, ils sont descendus. Ils m'ont sécurisé, tout ça, administré les premiers soins. Et ensuite, ils m'ont élitreillé voilà, pour me ramener dans l'hélicoptère. Ok. À ce moment-là, à l'hôpital, il t'anesthésie ou pas? Alors, est-ce qu'il y a un moment où tu perds conscience? Alors du coup là, à partir de ce moment-là, ils commencent à me mettre sous morphine. Donc okay. Tout commence à être un peu flou. Donc entre la douleur qui, te fait perdre un peu aussi raison, on va dire, et la morphine. Donc j'ai encore des flashs, mais tout n'est pas hyper lucide. Donc du coup, j'arrive là-bas, donc je suis en déchocage. En déchocage, c'est les urgences des urgences, on va dire. Okay. Donc du coup, j'arrive en hélico au CHU de Grenoble. Ensuite, ils me mettent dans une ambulance. Je me souviens parce que du coup, l'ambulance, elle allait hyper vite pour rejoindre du coup l'entrée de l'hôpital. Et en fait, avec les secousses, moi, ça me faisait vraiment très très mal. Et du coup, ils me prennent en charge. Et au final, tout se fait très rapidement. En fait, je me souviens de voir plein de professionnels autour de moi. Tout le monde courait de partout. Et en fait, toi, t'es là et tu te dis, mais en fait, tu sais que tout le monde travaille pour toi, mais t'as l'impression que personne fait attention à toi, et c'est pas du tout leur en vouloir, loin de là, parce que pour moi c'est mes héros, hein. Mais parce qu'ils sont en train de travailler pour toi, mais sauf que toi moi j'avais juste besoin qu'il y ait un moment quelqu'un se pose et me dise c'est bon, je suis avec toi. Enfin juste je te tiens la main, je suis avec toi. Parce que tu vois tout le monde s'affairer autour de toi et tu dis je suis là. Enfin. Et puis il y a l'angoisse, il y a la douleur. C'est un moment quand même très particulier. Et du coup, ils m'ont fait passer des examens pour voir un peu l'état de mon dos, scanner, tout ça. Et puis après, je me suis fait opérer dans la foulée. Donc, pour qu'ils puissent remettre ma colonne vertébrale droite, pour que ça puisse, on va dire, faire respirer de nouveau ma moelle épinière. Ok. Et ça, est-ce qu'à partir du moment où tu as perdu l'usage de tes jambes, c'est définitif et on peut rien y faire? Ou est-ce que justement, si l'opération elle est faite à temps, la moelle épinière elle peut respirer assez rapidement et du coup ça peut revenir ou pas du tout? Alors ça peut. En fait c'est hyper aléatoire en fonction des personnes. Alors bon, moi je suis pas médecin, hein, mais de ce que j'ai compris, parce que du coup j'ai quand même passé beaucoup de temps à l'hôpital. Mais de ce que j'ai compris, en gros, ça dépend vraiment de la personne. Ça dépend de ta lésion, ça dépend du temps, oui, qu'il y a eu le temps où ta moelle épinière a été comprimée, si l'opération a été assez rapide ou pas. Ça dépend de toi, au niveau de ta santé, comment ça allait, tout ça. Il y a certaines personnes, après un accident comme ça, ils vont récupérer de la sensibilité, l'usage de la marche. Alors, dans la plupart des cas, il y a toujours des séquelles, hein, quand même. Voilà, c'est très très rare qu'une personne récupère dans sa totalité. Il y a forcément presque des séquelles, au niveau moteur, au niveau sensitif. Après, je me suis perdue du coup dans ce que je voulais dire, mais voilà, c'est vraiment aléatoire en fonction des personnes. Et en gros, on dit que dans les 3 mois, c'est là où tu récupères le plus rapidement après l'accident. Ensuite, on va dire dans les 6 mois. Au-delà de 6 mois, si t'as rien récupéré, même au-delà de 3 mois, si t'as rien récupéré, voilà. Après, il y a des gens qui récupèrent jusqu'à 2 ans après l'accident, hein. Mais voilà, c'est plus rare. Souvent, tu récupères assez rapidement après, ou sinon, tu récupères très peu. Enfin, voilà. Et toi, du coup, on t'annonce le truc.
Alors, plus compliqué que ça, parce que moi en fait on m'a annoncé que je pourrais plus marcher à 1 mois et demi après l'accident. Ok. Donc c'est loin. Ouais, carrément. Ouais. Mais en fait c'est leur c'est leur procédure quand il y a une blessure médulaire. Vu qu'une blessure médulaire c'est du coup une compression, une section de la moelle épinière, où en fait ils se disent il faut que la personne elle ait espoir dans un sens pour s'investir dans sa rééducation. Ouais, ok. Et aussi pour se relever après cet événement traumatique. Donc, et encore, moi, c'est tôt qui me l'a dit 1 mois après l'accident. Normalement, ils attendent 3 mois. Sauf que moi, le problème, c'est que, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais j'ai besoin de réponses pour avancer. Okay. Et du coup, j'étais tout le temps dans cette question-là, à leur dire, mais donnez-moi des réponses. Est-ce que je vais pouvoir remarcher? Est-ce que je vais récupérer? Dites-moi. Du coup, je posais ces questions-là à ma kiné, aux infirmières, aux aides-soignantes, et c'était pas à elles de me donner la réponse. Du coup, je pense qu'au bout d'un moment, elles ont dû dire au médecin, faut lui répondre là, parce que nous, on sait plus quoi lui dire. Et en plus, en parallèle, le jour de mon accident, mes parents avaient croisé le chirurgien dans les couloirs, enfin, juste en sortant après qu'il m'ait vu. Et mes parents étaient allés le voir pour leur dire, du coup, enfin voilà, vous êtes le chirurgien qui va opérer notre fille. Et en fait, le chirurgien était vraiment déjà focus dans son opération, et il a été un peu sec avec mes parents en leur disant oui, de toute façon, elle sera paraplégique. Okay. Et sauf que après ça, ils ont dit à mes parents, par contre, vous lui dites pas. Putain, donc du coup, mes parents étaient au courant, ma sœur, mon frère étaient au courant, mon copain était au courant, parce que du coup mes parents ils ont partagé ça avec la famille, et au final après on leur dit par contre vous devez pas en parler à Laura. Donc c'est super dur pour eux de devoir me cacher la réalité, surtout que c'était une question que j'avais mais sans cesse, enfin forcément c'est la seule question que t'as en tête quand même. Et mine de rien, je pense que inconsciemment, je devais le sentir aussi, et c'est pour ça que j'étais autant dans ces questions-là. Je devais sentir que tout n'était pas clair et que les choses m'étaient pas dites alors qu'elles étaient dites à ma famille. Donc voilà, moi on me l'a dit au bout d'1 mois et demi, et c'est sûr qu'au début c'est super dur, mais en fait moi dès le début, je me disais, ma rééducation, c'est pas pour... Je savais que ma rééducation, j'étais pas investie dans ma rééducation pour retrouver l'usage de mes jambes. Je savais que ma rééducation, c'était pour redevenir autonome avec le haut de mon corps, on va dire. Et du coup, ça a pas, on va dire, entravé la motivation que j'avais dans ma rééducation. Mais c'est pour ça que moi j'étais dans cette demande-là, et qu'au final ils me l'ont dit assez tôt, parce qu'ils savaient que j'allais continuer à m'investir dans ma rééducation, même si ça allait être super dur, forcément pour le moral c'est un peu un enfer, mais du coup ça a pas entravé la motivation que j'avais dans ma rééducation, et j'ai continué à aller tous les jours en séance kiné, même si je savais que ce serait pas pour remarcher de nouveau, quoi. À ce moment-là, t'avais quel âge? J'avais 21 ans, je venais d'avoir 21 ans. Ok. Et qu'est-ce qui se passe à 21 ans dans tes perspectives de vie, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que ça bouscule dans ta vie à ce moment-là où t'étais, j'imagine, encore en études? Je venais de finir ma formation. Ok. Je venais tout juste de finir ma formation. De quoi? Assistante sociale. Ok. Ok. Donc, je venais de finir et j'étais pas encore diplômée, j'avais pas encore eu les résultats, mais je les ai eus du coup juste après mon accident. Qu'est-ce que ça vient faire sur les projets? Je dirais le néant, dans le sens où t'as plus de projet. Enfin, en fait, et pourtant j'étais en formation d'assistante sociale, donc le handicap, alors j'avais jamais fait de stage dans le milieu du handicap, mais je le côtoyais un peu dans mes cours et tout ça. Mais en fait, quand ça t'arrive, tu te dis, mais tu connais pas, en fait, tu te dis que tu peux plus rien faire parce que t'y connais rien. Et du coup, au début, c'est très difficile. Sur les projections que t'as. Alors, au début, t'es hospitalisé, donc tu te rends pas forcément compte tout de suite de tout ce que tu vas plus pouvoir faire. Enfin, voilà, dans le quotidien, tout est pris en charge par l'hôpital. Enfin, donc, tu te laisses un peu porter, en fait, au fur et à mesure. Mais au début, oui, t'as... Enfin, voilà, je dirais tout ce que tu projetais sur ta vie professionnelle, sur tes loisirs, sur ta vie de couple, sur ta famille. Au début, tu te dis, mais en fait, je vais plus pouvoir rien faire. Et surtout que tout me ramenait, pas à mon accident, mais à la vie que j'avais avant, on va dire, dans un certain sens. Enfin voilà, à un moment, j'ai voulu accrocher un peu des photos dans ma chambre pour essayer d'égayer un peu ma chambre à l'hôpital.
en fait, tout te ramène à des souvenirs que tu avais fait, mais debout, et sans ton handicap, sans le traumatisme que tu viens de vivre. Je me souviens d'un soir où j'étais retournée sur Instagram. J'ai mis du temps à retourner sur Instagram et à regarder toutes les photos que j'avais déjà postées parce que je postais beaucoup de photos en montagne, en faisant du sport, parce que nous, on était vraiment là-dedans. Et en fait, là, ce jour-là, mais ça a été affreux. Enfin, j'étais en pleurs et j'arrivais pas à arrêter de pleurer, en fait, parce que je me disais, mais c'est affreux, tout ça, je peux plus, tout ce que j'aimais faire, je pourrais plus le faire. Et t'avais certains soignants qui me disaient, mais tu pourras faire encore plein de choses, mais juste différemment. Et en fait, à ce moment-là, j'en étais pas là encore. C'était dur pour moi qu'on me dise, tu pourras faire les choses, mais différemment. Parce que j'avais envie de leur dire, mais moi, j'ai envie de les faire comme avant. Qu'est-ce que vous venez me dire, tu pourras les faire différemment? Maintenant, on me le dit, je dis, mais évidemment, c'est tout à fait comme ça que je vois les choses. Mais au moment où t'es hospitalisé et que tu vois un peu tout ce que t'as perdu et que tu vois pas encore ce que tu vas pouvoir refaire, c'est très violent de venir te dire ça, de te dire, tu pourras faire plein de choses, hein, mais juste ce sera un peu différent. Tu n'utiliseras pas tes jambes. C'est quand même la moitié de ton corps. Enfin, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais après, il y a plein de choses qui font que t'arrives un peu mieux à accepter le truc, si on peut dire accepter, parce que pendant longtemps, je me suis dit, ah non, on peut pas parler d'acceptation dans le milieu du handicap. Tu le comprends, tu l'intègres, mais l'accepter, est-ce que tu peux accepter un jour de ne plus marcher, de plus utiliser tes jambes, de plus vivre aussi simplement, j'ai envie de dire, que tout le monde? Alors maintenant, j'ai évolué sur cette façon de voir les choses, mais il y a encore quelques mois en arrière, une année, on va dire, en arrière, j'aurais dit, mais tu peux jamais l'accepter. Maintenant, je dirais autre chose. Mais avant, tu te dis, tu peux pas l'accepter, enfin, c'est impossible. Mais il y a des choses qui te permettent d'avancer plus facilement, on va dire. Parce que moi, assez vite, je me suis dit... En fait, même si c'était très compliqué, en fait, il y avait un peu ces deux parties dans ma tête. Il y avait cette partie de me dire, c'est affreux ce qui est en train de m'arriver, c'est très difficile. Et l'autre partie où je me disais, mais en fait, j'ai quand même envie d'être heureuse et j'ai pas envie que l'accident prenne le dessus sur ma vie, en fait. Et du coup, j'ai pas envie d'être malheureuse. Donc, je me battais tous les jours un peu pour sourire, et je pense que c'était moi, ma manière de réagir, c'était défensif, on va dire. Enfin, j'étais obligée de réagir comme ça en souriant, parce que je me suis dit, si je m'écroule, c'est fini, on me verra plus jamais, quoi. Enfin, c'est pas moi, en fait, de pas sourire, c'est pas moi de m'écrouler, c'est pas moi de pleurer tout le temps, c'est pas moi de perdre de la joie de vivre. Et je me suis dit, il faut que je continue à avoir ce qui me caractérisait avant, en fait. Et c'est ça qui fait que je suis toujours la même personne. Donc je me suis battue, on va dire, pour ça, tout le moment où j'étais en centre de rééducation. Et puis parce que ça fait du bien aussi de sourire de temps en temps, malgré cette épreuve affreuse à laquelle t'es obligé de faire face. Et puis même pour ta famille, t'en as besoin. Pour tes proches, enfin, c'est plus facile de prendre les choses avec le sourire, même si c'est très difficile au fond, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de tes proches, c'est quoi un peu les réactions que t'as pu voir dans ton entourage? Qu'est-ce qui s'est modifié? Autant il y a plein de choses qui ont dû se modifier dans ta vie. Qu'est-ce que tu as vu comme modification aussi dans la leur par rapport à ça? Alors moi, j'ai toujours été très proche de ma famille. Du coup, ça a pas bougé, dans le sens où ils ont été hyper présents. Enfin, voilà, et puis la famille de mon copain aussi, hein, et mon copain... Enfin, voilà, quand je dis ma famille, on va dire, c'est mes parents, mon frère, ma sœur, mon copain, et les parents de mon copain, les sœurs de mon copain. Okay. Même les cousins, Enfin, voilà, tout le monde était vraiment... J'ai eu un soutien énorme. Et ça a pas de prix. Et ça aide aussi à avancer, à se reprojeter, parce que je me disais, bon, ok, moi, il y a eu un peu de changement, mais en fait, mon entourage, c'est toujours le même. J'ai toujours les mêmes personnes autour de moi, il y a toujours le même amour, enfin, c'est hyper important. Après, je me souviens, ce qui me faisait rire, c'est qu'au tout début, mes parents, j'avais l'impression qu'ils se battaient pour avoir le plus de temps avec moi. Enfin, okay. c'est rigolo de dire comme ça, mais j'en avais déjà reparlé avec eux. Mais je me souviens, une fois, on était allés pique-niquer. Il y en avait un qui devait prendre la voiture pour emmener le pique-nique et un qui devait venir m'aider et tout pour me pousser parce que j'avais pas encore le droit d'aller dans la voiture. Et ils se battaient pour savoir qui allait être avec moi sur le trajet pour aller au pique-nique et qui allait prendre la voiture. Enfin, ils étaient un peu là-dedans. Et du coup, au bout d'un moment, ils s'étaient dit, tu sais quoi, maintenant, on va venir séparément. Comme ça, on aura chacun notre temps avec Laura. Mais je me dis, pour des parents,
Enfin, c'est affreux. C'est ton enfant, t'as envie de le protéger. Et ce qui m'est arrivé, ils y peuvent rien du tout. Mais je sais qu'ils ont quand même culpabilisé. Alors qu'ils y peuvent strictement rien. Mais ils culpabilisent parce que c'est mes parents. Et y a rien à faire à ça. Alors qu'ils ont pas du tout à culpabiliser. Donc je pense qu'ils avaient ce besoin de se dire, il faut presque de surprotection en fait. Là je vais la coucouner, j'ai besoin de la coucouner. Enfin je me souviens, c'est eux qui m'épilaient à un moment donné, ils étaient là avec les bandes de cire sur mes jambes. Enfin voilà, c'était vraiment t'arrives à des situations qui sont un peu, enfin qui sont rigolotes quoi, mais c'est sûr que pour eux ça a été très dur. Pour mon frère et ma sœur aussi, pour mon copain, j'en parle pas non plus. Mon frère il était petit quand ça arrive, enfin il était petit, il était en 3e. Donc je pense que pour lui ça a dû être un peu traumatisant, mais pour tout le monde qui m'entoure. Mais ça c'est pareil, je me souviens de mon frère au début, quand il venait avec mes parents. Il venait en famille me voir. Et en fait pour mon frère au final, au bout d'un moment ça a été lourd parce que du coup on parlait toujours de l'accident, on parlait toujours du handicap, on parlait toujours de l'hôpital. C'est super lourd pour il avait 15 ans. Du coup, ce qu'on s'est dit, pareil, on a réajusté en fait à chaque fois. On s'est dit, maintenant, quand il va venir avec ma sœur. Et comme ça, on va aller, je sais pas, jouer au ballon, on va aller faire un basket, on va faire des jeux de société dans la chambre, et on va pas être centré à parler que du handicap, que de ce qui est en train de se passer, parce que ça te broie l'esprit, quoi. Enfin, c'est dur. Et puis pour mon copain, il a été méga présent. Il venait me voir, à l'hôpital quand j'étais hospitalisée. Il attendait que je m'endorme le soir pour partir. Ensuite, quand j'ai été en centre de rééducation, il venait au moins 2 ou 3 fois par semaine, si ce n'est plus. Il a été hyper présent. On s'appelait tous les jours. C'était vraiment un soutien sans faille. Et j'en avais besoin. Et heureusement qu'ils étaient là. Mais oui, ils ont tous été très très présents. Après, pour eux. Mon copain, il est pas trop du genre à dire quand ça va pas, même s'il en pense pas moins. Mais voilà, lui, il est plutôt du genre à garder pour lui et à se dire, ça va passer, c'est compliqué, mais ça va passer. Lui, je me souviens de ses premières phrases à peu près, c'était de me dire, mais tu sais quoi, c'est tant mieux que ça nous arrive maintenant, parce qu'au moins, notre vie, elle est pas faite encore. On va construire notre vie avec l'élément handicap et fauteuil roulant en plus. Et alors que si ça nous est arrivé quand on avait 40, 50 ans, on aurait eu une maison pas du tout adaptée, on aurait eu nos enfants qui t'auraient pas connu comme ça. Là, en fait, ça sera facile. Tu entres dans la vie professionnelle, donc tout le monde va te connaître en fauteuil. Nos enfants, ils te connaîtront directement en fauteuil. Notre maison, on la construira pour que ce soit totalement adapté. Donc au final, t'inquiète, ça va être facile. Lui, c'était vraiment sa vision de voir les choses. Et en fait, à partir du moment où il m'a dit ça, je me suis dit, mais il a trop raison, c'est trop beau de voir comme ça. Et c'est comme ça que je vais voir les choses aussi. Puis des fois, il me disait aussi, mais tu vois, au moins, on a un couple encore plus unique qu'avant. Voilà, lui, il était que dans des phrases hyper positives comme ça. Et en fait, c'est ça qui te fait vraiment du bien aussi. Ouais, carrément, ouais. Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est hyper positif et... Ouais, ça doit être rafraîchissant d'avoir cette vision-là. Oui. Ouais. Cette vision-là, en fait, c'est... Parce qu'au début, t'as du mal quand même à avoir cette vision-là. Enfin, je dis t'as du mal. Par exemple, sur les premières heures, on va dire, juste après. Et lui, je pense que c'était le 1er ou 2e jour où il me sort ça. Et je me suis dit, ok, maintenant je vois les choses comme ça. Donc ok, maintenant je vais me battre. Et de toute façon, ça aurait pu être pire. Donc on avance. T'as parlé du moment où t'as commencé à accepter cette phase-là. Est-ce qu'il y a un élément qui a permis ce déclic ? Est-ce que c'est par exemple, je sais pas, quand ton copain t'a parlé de cette vision des choses vachement positive ? Parce que t'avais l'air de dire que ça t'a mis du temps, qu'il y a presque 1 an, t'avais encore du mal à accepter le truc. Est-ce qu'il y a un élément qui t'a fait avoir ce déclic ? Alors, je dirais il y a plusieurs étapes. Ouais. C'est-à-dire qu'au tout début, quand je suis remontée dans ma chambre d'hôpital après ma première opération, donc le jour même, j'étais déjà là-dedans dans me dire, la première chose que j'ai dit à ma meilleure pote qui était là, je lui dis mais au moins j'ai toute ma tête. C'est la première chose que j'ai dit. Ou du coup j'étais déjà dans un truc où je me disais ça aurait pu être pire. Ensuite il y a eu la période on va dire de l'hospitalisation où j'avais un peu ces deux côtés de me dire c'est vraiment super dur ce qui est en train de m'arriver, mais je l'enfouissais beaucoup en fait. C'est là où je te disais je souriais parce que ça faisait du bien de sourire et c'était ce dont j'avais besoin. J'avançais très vite dans ma rééducation. J'avais commencé le travail après, ça faisait même pas 1 an, ça faisait 9 mois que j'avais eu mon accident, mais parce que j'avais besoin de ça en fait, j'avais besoin d'avancer.
Mais à ce moment-là, j'étais plus dans une période, dans une phase de je comprends ce qui m'arrive, je l'intègre. Et justement, on va dire, je l'acceptais pas, je pense. Ou alors même si mon copain m'avait dit ces belles phrases et que enfin voilà, je le prenais en compte et je me le disais aussi, mais voilà, j'étais plus dans une phase d'intégration, de compréhension de ma situation. De toute façon, je peux rien y faire, donc j'avance comme ça. Là, je dirais, il y a moins d'un an, justement, là, en ce moment, mais c'est très récent, hein, je suis plus dans une phase d'acceptation. Alors, ça veut pas dire que sur ces 3 dernières années, j'ai pas vécu, pas du tout, il s'est passé des trucs de fou, et puis j'ai continué à avoir de la joie de vivre, j'ai continué à avancer. Mais en fait, là, donc, je travaillais dans un centre de rééducation, justement, depuis juillet 2022. Et en fait, depuis fin octobre, là, je suis en arrêt de travail, parce que, donc ça fait 8 mois que je suis en arrêt, parce que j'ai comme fait un burn-out de ma situation personnelle, on va dire. Pas un burn-out professionnel, mais un burn-out de ma situation personnelle, de mon quotidien. Parce qu'en fait, j'ai tellement enfoui, on va dire, tout ce qui allait pas, en me disant, de toute façon, il faut avancer. C'était un peu ma manière de me dire, de me raccrocher en fait à la vie et à ce que j'avais encore. Que j'en ai oublié de m'écouter et de me dire, en fait, c'est compliqué ce qui vient de m'arriver. Enfin, oh Laura, tu te réveilles, il y a 3 ans, t'étais en train de marcher, là t'es dans un fauteuil roulant, enfin, c'est affreux quand même. Et du coup, j'ai entamé un suivi, parce qu'il y a un suivi psy, du coup, depuis fin octobre, parce que j'en ai eu besoin. Du coup, je me suis dit, il faut que je retravaille sur ce qui s'est passé. Je l'ai tellement enfoui qu'il faut, on va dire, faire ressortir tout ce que j'ai enfoui pour ensuite être de nouveau apaisée et être vraiment bien dans ma vie. Et du coup, pendant ce suivi-là, en fait, je me suis rendu compte, et pendant mon arrêt, je me suis rendu compte que juste après l'accident, et on va dire jusqu'aux 2 ans et demi après l'accident, j'essayais d'avoir exactement la même vie qu'avant, mais avec l'élément fauteuil roulant en plus. Parce que je me disais, la vie d'avant, mais ma vie avant l'accident, j'adorais ma vie, je veux la même vie. Et j'ai pas pris en compte des facteurs de changement, on va dire. Enfin, voilà, je me suis dit, je veux la même vie. Mais avec le fauteuil en plus, ça change pas grand chose, en gros. Donc, j'ai repris le même travail, assistante sociale. J'avais le même entourage. Alors, pas les mêmes loisirs, parce que la montagne, c'est plus compliqué. Mais voilà, je me suis vraiment dit, je suis la même personne, j'ai la même vie, avec l'élément fauteuil en plus. Et en fait, là, depuis quelques mois, j'arrive à comprendre, me dire, en fait, il n'y a pas que le fauteuil en plus. C'est-à-dire que moralement, psychologiquement, j'ai changé. Il s'est passé des choses qui font que je peux plus accepter certaines choses d'avant, et j'ai des nouvelles ambitions, des nouvelles envies. Donc du coup, voilà, par exemple, là, je me dis, mon métier d'assistante sociale, pour le moment, je peux plus. Là, enfin, en tout cas, travailler dans le milieu hospitalier, là, pour le moment, c'est trop un traumatisme pour moi, l'hôpital, que je veux pas y mettre les pieds de manière professionnelle. J'y passe déjà quand même du temps, au niveau perso. Du coup, j'ai pas envie de m'infliger ça, en fait, tous les jours de ma vie, de me dire, je vais à l'hôpital pour travailler. Non, ça, je veux plus. Être assistante sociale, pour moi, là, je me dis, c'est compliqué. En fait, avant, ça me dérangeait pas de m'occuper des problèmes des autres, j'avais pas de problème. Maintenant, il faut que je l'assume, j'en ai. C'est comme ça, c'est pas grave, hein. Mais j'ai des problèmes. Mon quotidien est plus lourd qu'une personne qui est debout et qui a pas de handicap. Donc en fait, j'ai pas envie de m'occuper des problèmes des autres, j'ai pas envie que toutes mes journées soient dédiées aux autres. Parce que je suis en train de me dire, moi j'ai besoin de me concentrer aussi sur moi. Donc j'ai de nouveaux projets professionnels. Et ça en fait, je l'accepte, on va dire, depuis peu de temps. Et je pense que c'est ça la vraie acceptation du handicap. De se dire, il y a eu du changement, mais pas que physiquement, du fait que j'ai un fauteuil et que mes jambes ne fonctionnent plus. Il y a eu un changement aussi au niveau psychologique. Et ça, de le prendre en compte, je pense que c'est la meilleure acceptation qui soit, en fait, au final. Et ce qui m'a permis ça, donc c'est bien sûr le suivi que j'ai eu avec une psychologue, c'est très important, hein, parce que ta santé mentale, il faut en prendre soin. C'est le fait d'avancer aussi dans la vie, et puis c'est le fait aussi de me dire mon quotidien il est plus compliqué. Enfin voilà, le handicap ça apporte du négatif, hein, forcément dans une vie. Mais ça apporte aussi beaucoup de positif dans le sens où ça t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais pu espérer en étant debout, en étant valide en fait. Et il faut s'appuyer sur ces forces-là en fait. Et c'est ce que je me dis. Donc je dirais qu'elle est là en fait la vraie acceptation de se dire
Ma vie a changé, c'est ok. J'ai des problèmes dans ma vie, c'est ok. Mon quotidien est plus compliqué, c'est ok. C'est une réalité en fait. Avant, j'essayais plus de me dire de problèmes. Non, n'importe quoi. On me disait, et ça va, c'est pas trop difficile. Oh bah non, c'est juste une question d'adaptation, mais ça va. Hein. C'était vraiment ma manière de réagir. Et là, tu vois, je suis devant toi aujourd'hui et j'arrive à le dire. Ouais, mon quotidien, il est beaucoup plus compliqué. En vrai, oui, c'est la galère, enfin, sur plein de choses. Mais c'est ok, en fait, c'est normal. Ben voilà, maintenant, je suis dans un fauteuil roulant. Donc forcément que mon quotidien est plus compliqué. Mais comment tu dépasses ça, en fait? C'est ça la résilience, c'est ça l'acceptation du handicap. Et en fait, avant, j'étais plus dans l'enfouissement de mes problèmes. Maintenant, je suis dans le fait de dire, bah ouais, c'est ok. Ouais, des fois, bah voilà, des fois, il y a des jours où j'ai envie de pleurer parce que ça va pas. Mais c'est normal, en fait. Comme une personne aurait, enfin, voilà, comme quand tu dois faire un deuil, en fait, d'un proche, ou quand t'as des traumas ou des complications dans ta vie. C'est pour tout le monde la même chose. Moi, j'ai eu une grosse épreuve là à surmonter, et ce serait une épreuve toute ma vie. Mais en fait, il y a tellement d'autres choses à côté qui sont magnifiques que tu te raccroches à ça, même s'il y a des côtés de ta vie qui sont un peu plus compliqués. Je sais pas si j'étais claire. Ouais, si, carrément. Et est-ce que t'as pu échanger avec d'autres personnes qui sont paraplégiques, et est-ce que ça t'a aidé à changer ta vision des choses ou pas du tout? Ouais, carrément. Là, en fait, du coup, quand j'étais en centre de rééduc, forcément, il y avait d'autres personnes para, et puis il y avait des jeunes. Donc, mais à ce moment-là, on était tous au début de notre handicap. Donc, c'est pas là où t'es en train de réfléchir autant sur la vie, on va dire. Mais là, du coup, depuis 2 ans, je fais du basket. Et du coup, dans mon équipe, alors il y a pas que des parrains, il y a des paras, il y a des personnes qui sont amputées, voilà. Et c'est avec eux en fait où maintenant c'est vraiment des amis et c'est eux qui me permettent d'avancer aussi largement là-dessus. Enfin voilà, il y en a un notamment où c'est vraiment un super bon pote maintenant et lui ça fait 25 ans qu'il a son handicap et en fait il m'a aidé vraiment à avancer sur ces sujets-là parce que pour moi c'était super récent donc forcément, mais du coup le fait d'en discuter avec lui, alors d'avoir son retour aussi hein, mais de pouvoir parler, on va dire, de sujets un peu profonds sur le handicap, sur la vie, et du fait qu'il soit aussi en situation de handicap. Du coup, même si c'est pas le même handicap, il comprend en fait, sans forcément. Des fois, t'as pas besoin de mettre de mots sur les choses, et tu sais que la personne comprendra plus facilement parce qu'elle vit elle-même une situation de handicap. Donc ça aide, bien sûr. Ça a été carrément porteur pour moi là sur cette dernière année notamment. Et ça se passe bien dans cette équipe de basket. Qu'est-ce qui t'a fait la rejoindre d'ailleurs? Du coup voilà, je voulais faire un sport co. Je me suis renseignée, il y avait un club à Mélan. Du coup, je me suis dit, allez, je vais tester un premier entraînement. Le premier entraînement était un peu compliqué parce que je me suis retrouvée qu'avec des gens en situation de handicap et moi ça j'étais pas vraiment habituée donc ça a été c'était un peu violent parce que du coup vu qu'à ce moment-là je me disais non mais moi je suis pas handicapée hein, donc c'était un peu compliqué et finalement je me suis un peu forcée on va dire à revenir et voilà la première année j'étais en loisir donc je faisais un entraînement par semaine. Et là, cette année, je suis passée en compétition, je fais 4 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Enfin, je passe ma vie au basket, en fait. Donc, j'ai bien fait de me forcer un peu parce que c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette. Ouais, et du coup, tu dis que ça a été difficile au début parce que ça a été confronté direct à ce truc-là. Est-ce que tu dirais que t'as eu un peu, genre, une mécanique de déni au début par rapport à ça? Parce que tu me disais, tu vois, que, genre, tu voyais que ta vie était pareille, mais juste un peu différent. Ouais, alors, du déni, peut-être, ouais, c'est peut-être ça, enfin, dans le sens où c'est pas du déni où je me disais oui je sais je suis en fauteuil mais mes jambes ne fonctionnent plus mais je me disais mais pour autant moi je me sens pas handicapée. Ça me faisait du bien de me dire je ne me sens pas handicapée même si c'était le fait d'être mis dans une case qui te posait problème. Ouais c'est ça, okay. Le fait d'être mis dans une case pour moi c'est compliqué et de moins en moins, donc c'est pour ça que je me dis que j'évolue sur ma façon de penser parce que au final maintenant qu'on me dise t'es handicapée ça me touche plus, enfin en fait avant c'est pas que je le prenais mal mais c'est que je le voyais forcément de manière péjorative. Okay. Alors que maintenant, oui, je suis handicapée. Enfin, ça me définit pas pour autant. Mais oui, j'ai un handicap en effet. Enfin. Ouais, c'est devenu factuel, quoi. En gros. C'est ça. Ouais, ok. Et du coup, tu vois, quand on parlait de sensibilisation au début, est-ce que t'as déjà eu, je sais pas, tu vois, on va dire handicap temporaire, tu vois, genre en mode tu t'es foulé une cheville ou un truc comme ça, tu vois, et du coup t'es limité dans ta mobilité. Est-ce que t'as déjà eu ça avant?
Ou est-ce que c'était vraiment la première fois où tu vois, t'avais un truc Ouais. qui te faisait te dire, putain, là... Non, c'était là, la première fois. Ah ouais, c'était la première Je me fois. suis jamais cassée. Non, je suis jamais allée à l'hôpital avant, je crois. Non, ouais, c'était Ok. vraiment. Non, c'était la première fois. Et du coup, qu'est-ce qui... Enfin, est-ce que ça te fait changer complètement de vision du truc ou pas? Parce que j'imagine que du coup, c'était quelque chose que... Est-ce que tu connaissais des personnes handicapées avant ou pas? T'en avais dans ton entourage? Non, que dans t'en avais mon fréquenté? entourage, j'en ai pas. Non. Ok. Parce que du coup, tu vois, j'imagine c'est un truc qui, si t'y es pas confronté, c'est invisible, voire même t'y penses même pas, tu vois. Ah bah non. Genre, tu sais pas que ça existe jusqu'au jour où ça t'arrive. Alors, moi, du coup, j'étais un peu sensibilisée, on va dire, avec ma formation. Ouais, ok. Mais pour autant, tant que ça te touche pas, en fait, c'est pas que tu t'en intéresses pas, mais c'est que ça te paraît tellement lointain. Et en plus, moi, en formation, c'était pas le public qui m'intéressait. Enfin, voilà, j'avais jamais fait de stage avec, dans le milieu du handicap, parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Et du coup, non, ouais, j'ai tout découvert de A à Z. Enfin, j'y connaissais rien. Ok. Et tu vois, tu m'as parlé de résilience et tout ça. Est-ce que y a vraiment des leçons que tu as apprises de cette épreuve et qui s'appliquent maintenant, je sais pas, dans ta philosophie de vie ou même dans d'autres domaines de ta vie où tu te dis ça t'a donné une force sur certains trucs que tu transfères sur d'autres trucs? Bah, je dirais déjà, t'apprends à relativiser. Vraiment. Alors, je pense que j'étais quelqu'un qui relativisait déjà, mais là, fois 1000. Dans le sens où tu dis... Moi, ça m'a marqué en centre de rééducation. On était toujours en train de se dire... en gros, mais il y a pire que nous. Enfin, ça va, c'est pas si grave. Parce qu'en fait, quand t'es en centre de rééducation, moi, je suis paraplégique, mais il y avait des personnes tétraplégiques. Donc, tu dis, ah bah, je suis pas tétraplégique, ça va. Les tétraplégiques, ils se disaient, ah bah, j'ai toute ma tête. Parce qu'il y avait aussi des traumas crâniens et tout ça. Donc, ils se disaient, ah bah, ça va, moi, j'ai toute ma tête. Enfin, en fait, tu dis toujours, il y a un degré de handicap plus élevé que le tien. Du coup, ça va au final. Et pour autant, des fois, tu pourrais voir dans le sens contraire, à dire, ah oui, bah, j'aurais pu tomber, me casser une jambe. Ça aurait été beaucoup moins grave. Mais en fait, la plupart, on n'a pas frôlé la mort, mais presque. Enfin, si, pour certains, on a frôlé la mort. Et du coup, t'es tout le temps en train de relativiser, en train de te dire, mais c'est pas si grave, en fait. Enfin, et puis vraiment de se dire, bah, la vie, faut la croquer à pleines dents. Et ça, bah, après, j'ai toujours vu un peu les choses comme ça, mais la vie, elle est trop importante, en fait. Et t'as quand même ce côté fragile de la vie. Bah, ça te le rappelle avec un accident comme ça. De se dire, oui, la vie, elle est quand même bien fragile. Donc, elle tient qu'à un fil. Alors, faut profiter un maximum, quoi, dans un sens. Et puis, il faut avancer. De toute façon, les épreuves... tout le monde a des épreuves dans sa vie qui sont plus ou moins difficiles. Hein. Ça dépend des gens. Mais ça dépend aussi de ta manière de percevoir l'épreuve et de ta manière d'accepter ce qui est en train de t'arriver. Mais faut avancer, en fait. T'as pas le choix. Si tu te laisses abattre par la difficulté qui est devant toi, bah en fait... je vais être un peu crue, mais ta vie, ça va être de la merde. Parce que tu vas vivre que par tes problèmes. Et c'est pas ça, en fait. Alors, tout le monde a des problèmes. Mais justement, autant se raccrocher aux choses qui sont belles, aux choses qui te font du bien, aux opportunités que t'as, pour te dire, bah en fait, ouais, faut avancer dans la vie pour me créer ce genre d'opportunités. Enfin... Est-ce que du coup, ça t'a fait te dire qu'il y avait un truc que tu voulais faire mais que t'avais jamais fait et bingo, c'était le moment de se lancer? Bah là, du coup, en fait, là, sur cette dernière année, j'ai des opportunités de malade. Enfin, il s'est passé plein de choses dingues, notamment avec le basket, en fait, où du coup, bah, j'étais en championnat, là, donc sur notre division toute l'année. On a participé à une Coupe d'Europe. Enfin, j'aurais jamais pensé participer à une Coupe d'Europe. Bon, et encore moins en basket. Enfin, donc on est allé en Turquie pour 4 jours pour participer à une Coupe d'Europe. J'ai été sélectionnée à un premier stage avec l'équipe de France. Donc ça, c'était en avril à Toulouse. Donc en mars, c'était la Coupe d'Europe. En avril, c'était ma sélection pour un stage France. Enfin, ça, c'est des trucs de dingue. Où là, moi, ça me donne envie de m'investir encore plus dans le basket pour me dire, bah, si je peux m'ouvrir ces portes-là, ce serait dingue. Enfin, voilà, intégrer l'équipe de France de basket fauteuil, c'est quand même énorme. Et c'est quelque chose auquel j'aurais jamais pensé avant. Enfin, voilà, faire du sport à haut niveau. Moi, j'adorais le sport, hein, mais j'aurais jamais pensé faire du sport à haut niveau. Et là, maintenant, je me dis, bah ouais, j'ai trop envie, en fait. Et c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps au basket, mais voilà, si ça peut continuer là-dedans, moi, c'est mon plus grand bonheur. Hein. Donc, il y a des opportunités comme ça qui sont assez incroyables, ouais.
Et du coup, tu te projettes dedans de manière professionnelle? Alors, il n'y a pas de contrat professionnel en France sur le basket fauteuil, parce que voilà, on est rattaché à la fédération handisport en fait, donc du coup, il n'y a pas de contrat pro possible. Donc c'est du sport amateur, mais pour autant tu peux intégrer les équipes de France et participer aux championnats d'Europe, Coupe du Monde, tout ça. Mais après, là, vu que je suis en train de me remettre en question sur ma vie professionnelle, on va dire, moi, je suis intéressée là pour d'être dans le milieu du handisport, sur plutôt le développement de projets, voilà. C'est vraiment sur ça que j'ai envie de tendre à présent. Ok, ouais, plutôt côté organisationnel. C'est ça, et promouvoir le handisport, être dans des sensibilisations, justement, voilà, vraiment, vraiment là-dedans. Donc c'est pour ça que ça a un peu évolué. C'est parce que j'avais imaginé avant, mais là, maintenant, c'est ça qui me donne envie. Ok, bah c'est chouette en tout cas qu'il y ait un truc qui t'anime autant. Et est-ce qu'il y a une, je sais pas, une association, un truc que tu veux mettre en avant là Bah moi avec le club du coup nous c'est Mélan Grenoble Handi Basket donc on est sur Mélan, c'est notre club de basket et on a justement des missions de sensibilisation aussi, donc ça c'est chouette, on en fait dans les écoles primaires, collèges, lycées, dans les entreprises, et ça c'est vrai que c'est des super moments parce que du coup tu partages et ça permet aux jeunes de s'ouvrir au milieu du handicap, donc c'est hyper intéressant. Et on les fait tester, en plus, le basket en fauteuil, parce qu'on a plein de fauteuils. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que cet asso, pour moi, c'est le top, parce que ça a été un club... voilà, c'est comme s'ils m'avaient ouvert leurs portes, et maintenant je m'y sens vraiment bien, autant que ce soit pour donner un coup de main sur les sensibilisations, mais aussi du coup pour les entraînements, l'organisation des rencontres à domicile, aller à l'extérieur pour jouer nos matchs, c'est ma deuxième maison maintenant. Ok. Et à travers cette sensibilisation, c'est quoi le but, le message que tu aimerais faire passer à travers tout ça? Bah, c'est qu'en fait, le handicap, ça définit pas qui tu es. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que aux personnes qui vont se dire oh, le handicap, c'est la fin du monde, on va dire, les handicapés, ils peuvent plus rien faire. Justement, j'ai envie de leur montrer le contraire, de se dire bah non, regarde tout ce qu'on peut faire encore, c'est un truc de fou. Voilà, il y a plein de jeunes, ils disent mais tu peux encore conduire, plein de questions comme ça, mais c'est normal qu'ils aient ces questions-là. Et justement, j'ai envie de leur montrer, bah oui, qu'en fait, on va dire, je suis une personne comme une autre, et pour autant, sans négliger maintenant les difficultés que c'est. Parce que oui, être handicapé, t'as plus de difficultés dans le quotidien. T'as moins de facilité en tout cas à faire les choses, à être sur l'extérieur, mais pour autant, voilà, tu peux continuer à vivre et à vivre des choses incroyables en fait. Donc voilà, c'est vraiment ça. Le handicap, ça définit pas qui tu es. Ça, on va dire que ça t'emmerde un peu dans la vie de tous les jours, mais ça te définit pas. Et tu peux continuer à avancer et avoir une vie super belle et riche en émotions, en expériences. Ok, voilà. Ok. Et du coup, t'as dit, tu peux encore conduire. Ça se passe comment pour la conduite, justement? J'ai tout qui est au volant. En fait, okay. Donc c'est une boîte auto, ma voiture, et j'ai l'accélérateur et le frein qui sont au volant. Genre c'est des boutons un peu, des trucs. Ouais, en gros, j'ai mon frein qui est donc au niveau de la main, là, je le pousse et en fait elle est directement rattachée à la pédale de frein. Ok. Et pour, j'aurais dû le prendre, j'ai pas pensé, mais pour mon accélérateur, en fait, c'est une sorte d'attache que je mets là et j'accélère avec mon pouce comme ça. Ok. Voilà, tout simplement. Trop bien. Et du coup, ça, tu peux le mettre sur toutes les voitures ou faut vraiment un modèle adapté? Non, faut l'adapter. Alors moi, de base, j'avais acheté une voiture pas adaptée et je l'ai fait adapter du coup en garage. Mais tu peux pas prendre ton équipement et te mettre dans une autre voiture pour la conduire. Non, c'est pas possible ça. Ok. Ce serait trop pratique. Ouais. Et je me posais une question aussi. Tu vois, t'as dit que c'était une des premières fois que t'allais en montagne toute seule, le jour de ton accident, parce que c'est un truc justement que t'appréhendais. Est-ce que depuis tu peux retourner en montagne et est-ce que tu y es retournée toute seule? Alors, y a des choses qui existent pour aller en montagne, des géolettes. Des géolettes, c'est... je veux pas être gentille, je vais me faire taper sur les doigts par mon père et ma sœur quand je vais dire ça, mais en fait c'est un peu une brouette. Okay. tu mets l'handi dedans et tu le trimbales, quoi. Okay. En gros, c'est... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, donc du coup, non, j'y suis pas retournée.
Voilà. Après, je pense qu'il faut que j'y retourne parce que c'était quand même c'est un endroit quand même où, enfin, que j'adore, moi, la montagne, même si c'est pas pour l'effort physique, parce que ce sera pas un effort physique, mais voilà, pour voir la beauté des paysages et tout ça. Mais voilà, pour le moment, j'y suis pas retournée parce que, bah, j'irai pas de la même manière, en fait. Et ça, je pense que ça peut être encore un peu compliqué et douloureux. Donc, pour le moment, j'y suis pas retournée. Et puis, je suis tellement investie dans d'autres sports pour le moment que, voilà, je me rattache à ça et j'en ai pas forcément besoin pour le moment. Après, je pense qu'il va falloir que j'y passe, mais voilà. Ok. Et est-ce que le fait d'avoir justement, tu vois, d'avoir affronté cette peur d'être allé à la montagne toute seule et que ce soit mal passé, est-ce que ça t'a créé d'autres peurs? Ou est-ce que justement, au contraire, comme t'as vu que t'avais une grosse capacité de résilience, que peu importe ce qui t'arrivait, t'étais capable d'être heureuse et de t'adapter dans tous les cas, est-ce que justement ça t'a, genre, détaché d'autres peurs? Je pense que... Alors, il y a eu un long moment où mes craintes, on va dire, c'était surtout lié à ma famille, à mes proches. À me dire... En fait, j'avais tout le temps peur qu'il leur arrive quelque chose. Enfin, voilà. Et c'était très handicapant pour le coup dans la vie de tous les jours parce que dès qu'il faisait quelque chose, je me disais, ça se trouve, ça va pas mal se passer. Mais me concernant, par contre, non. Enfin, c'est vrai que me concernant, j'ai plus trop de peur, on va dire, dans le sens où je pense que je suis assez d'accord avec toi. Ben, en fait, j'ai vu ma capacité à surmonter une épreuve et si c'est à refaire, bah, je le referai. Enfin, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, et tu sais jamais comment tu vas réagir face à une épreuve. Enfin, voilà, il y en a plein qui me disent « Waouh, ta manière de surmonter ça, c'est incroyable. » Ça se trouve, t'aurais fait la même chose, t'en sais rien, en fait. Tu sais pas avant d'être confronté au problème. Mais je dirais que la crainte, ça allait plus liée à mes proches, parce que pour rien au monde, j'aurais envie qu'ils vivent ce que j'ai vécu, parce que ça reste quand même quelque chose de très douloureux. Mais me concernant, non. Ça va pas développer d'autres peurs, d'autres craintes. Ok. Et est-ce que, peu de temps après ton accident, tu vois, t'as eu un entourage vachement soutenant, j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français, qui était aux petits soins et qui t'apportait beaucoup de support. Est-ce qu'il y a un truc que, genre là, tu te dis que tu aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là? Ou est-ce que justement, bah, tous les messages positifs que tu avais à travers ton copain, tu vois, et sa vision par exemple, ça, justement, c'est ce dont tu avais besoin d'entendre? Ouais, je pense que c'est ce dont j'avais besoin d'entendre. C'est comme ça que j'avais besoin d'avancer. Là, au final, comme je t'ai dit, c'est sur cette dernière année où je me suis vraiment repris un peu tout dans la gueule. Et où là j'ai dû faire un travail sur moi pour accepter ce qui était en train de se passer parce que tout ce que j'avais enfoui est remonté, on va dire. Mais en fait, je pense que c'était le rythme dont j'avais besoin. Enfin voilà, il y en a beaucoup qui s'effondrent après leur accident pendant des mois, certains des années malheureusement. Et moi, ça a été tout le contraire. Enfin après, c'était allez, on continue d'avancer, on y va. Et au final, j'ai eu un retour de bâton là plus récemment. Mais en fait, c'est parce que j'en avais besoin à ce moment-là, dans le sens où j'avais besoin, après mon accident, de continuer à avancer, de reprendre ma vie en main, parce que, voilà, comme je l'ai dit à un moment, si je m'effondrais, j'avais peur de pas me relever. Là, je pense que sur cette dernière année, j'ai dû me dire, inconsciemment, ma vie est assez sécure. Voilà, je suis bien avec mon copain, on vient d'acheter un appart, ma vie professionnelle était stable, j'avais un CDI, même si, du coup... Mais je me suis dit, ma vie est sécure, c'est le moment de lâcher. C'est le moment de travailler sur toi, en fait. Inconsciemment, hein, je pense que ça s'est passé comme ça, en fait, dans ma tête. Donc, je pense que, voilà, chaque chose en son temps, chaque personne prend le temps dont elle a besoin, franchit les étapes les unes après les autres. On passe pas tous, par les mêmes étapes. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, indépendamment de chacun, et chacun fait comme il a besoin et le sent, en fait, sur le moment. De toute façon, tu choisis pas, en fait. Tu choisis pas. Et après, non, ouais, je pense que les conseils que j'ai eus, je les ai eus à des moments opportuns et au moment où j'en avais besoin. Et je les ai entendus aussi. Peut-être que là, les choses que on me partage, que mes potes du basket me partagent maintenant sur l'handicap, peut-être qu'on me l'a dit 2 ans en arrière, mais que je m'en souviens pas parce que je me suis dit, ah, c'est pas le moment. Ça, je veux pas l'entendre pour le moment. Peut-être, j'en sais rien. Donc voilà, je me dis que que les choses sont bien faites. Ok, ouais. Ok. Ouais, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et ouais, du coup, c'est cool. Maintenant, t'as un peu, comment dire, genre,
tu vois, on parlait d'autonomie et tout, maintenant t'as ton appart, enfin globalement ta vie elle est beaucoup plus stable d'un point de vue en tout cas matériel on va dire, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce qui t'a pas mal aidé à avancer, tu vois, et ça s'est fait peut-être en 2 temps, mais t'as eu cet événement chaotique qui est arrivé dans ta vie de l'accident, et à côté t'avais quand même un environnement relativement stable relationnellement, ce qui t'a sûrement aidé sur la première phase, et maintenant c'est stable genre financièrement et tout ça, donc ouais c'est cool. Ouais, complètement. Et puis voilà, je pense que j'avais assez d'étayage autour de moi pour me dire, tu peux lâcher. Aussi, que ce soit au niveau matériel, au niveau de l'entourage, voilà. Tout est sécure, tout est safe, enfin... c'est le moment. Ouais, ça fait un peu pyramide des besoins de Maslow, tu vois, vu que t'as pu passer les échelons précédents, maintenant tu peux pleinement genre t'occuper de toi-même, quoi. Exactement. Et c'est cool que du coup t'en arrives à là. Bah c'était nécessaire, hein. Enfin, tout le monde s'attendait à ce que j'ai un peu un retour de bâton à un moment donné, hein. C'était presque inévitable, parce que j'ai quand même beaucoup parlé du fait que bah, c'était très compliqué après l'accident, mais je l'ai peu montré en fait. Donc du coup, ça c'était ce qu'il y avait au fond de moi, mais les gens ne le voyaient pas. Et du coup, tout le monde attendait un peu, comme si j'étais une bombe à retardement. Elle sourit trop, c'est pas normal. Et d'ailleurs, mon pote du basket justement qui m'a pas mal aidé sur ces questions-là, il me fait rire parce qu'il le dit ça. Il y en a plein qui viennent, qui disent waouh, c'est impressionnant Laura comme elle sourit et tout ça, c'est génial. Et il les regarde, il dit ouais mais ça fait 3 ans qu'elle est handi, hein, donc des fois il faudrait qu'elle arrête de sourire. mais voilà, c'est pour ça que là je me suis permis de me dire allez, arrête de sourire quelques mois, sois pas bien, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis comme ça après tu vas pouvoir reprendre du poil de la bête. Ok. Une question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce que tu vois maintenant que t'es handicapé que tu voyais pas avant? Genre, est-ce qu'il y a des choses que t'as changé dans ta vision de la vie? Bah alors déjà, je dirais sur les aménagements extérieurs. Grenoble, c'est réputé pour être une des villes les plus accessibles. Ok. Pardon, je ne vois pas l'accessibilité. Non, enfin, je suis un peu dure quand je dis ça, mais c'est comme ça que je le ressens en fait. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Enfin, oui, c'est accessible parce que les transports en commun sont accessibles. Ok, c'est bien. Les commerces, est-ce qu'ils sont accessibles? C'est compliqué. Enfin, alors après, il y a plein de commerces qui sont accessibles, hein, mais voilà. Enfin, quand t'arrives dans les immeubles de Grenoble, les portes qui sont super lourdes, les marches, enfin, non, en fait, il y a plein de choses qui sont pas accessibles. Ça, c'est compliqué, je dirais, parce qu'en fait, à partir du moment où ton environnement est adapté, tu peux être entièrement autonome et le handicap, tu le ressens pas. Enfin, voilà. Chez moi, le handicap, je le ressens pas. Enfin, tout est adapté pour que je sois autonome, voilà. Par contre, dès que t'es chez quelqu'un où c'est pas adapté, dès que t'es sur l'extérieur, c'est pas adapté, bah là tu le ressens le handicap parce que tu peux pas en fait, tu peux pas être autonome. Enfin voilà, sur par exemple en ville, bah c'est quand même ça peut être quand même compliqué. Chez des amis ou autres, bah en fait tu peux pas donner un coup de main comme t'aimerais, par exemple ah tiens je vais débarrasser la table, ah bah non là il y a une marche, ah là c'est trop étroit je passe pas. Enfin voilà, c'est plein de petites choses où c'est ça qui est un peu compliqué on va dire, et tu t'en rends d'autant plus compte quand bah t'es toi-même dans la situation. Parce que j'ai plein d'amis qui me disent ah ouais bah depuis que t'es en fauteuil je me rends compte que ah ouais là c'est pas accessible, bah là tu pourrais pas aller à cet endroit-là, bah ouais, quand t'es pas confronté au problème tu t'en rends pas compte, tu dis ah ouais ça a l'air d'être une ville plutôt accessible, c'est bien, mais en fait quand tu vis les choses c'est quand même plus compliqué que ça. Ouais, puis même il y a des fois où il y a des bâtiments qui sont juste pas aux normes par rapport à ce que ça devrait être. Ouais. Oui, et puis après, ouais, c'est sûr. Et puis les normes, des fois, en fait, ce qui est compliqué avec les normes PMR, c'est que c'est des normes personnes à mobilité réduite. Et le problème, c'est que, enfin, dans le handicap, dans les personnes à mobilité réduite, tu peux mettre plein de handicaps différents. Voilà, entre la personne qui, j'ai n'importe quoi, qui a qu'une jambe, la personne qui est en fauteuil manuel, la personne qui est en fauteuil électrique. Mais en fait, ça a rien à voir. Les besoins n'ont rien à voir. Donc, c'est super compliqué après pour les gens qui doivent aménager et qui doivent rendre les lieux accessibles. Mais en fait, c'est super compliqué, mais c'est trop nécessaire parce que sinon, moi, je peux pas être autonome. Je peux pas me débrouiller. Je suis obligée d'être un poids pour la personne avec qui je suis parce que je peux pas être autonome et me déplacer comme je veux, faire ce que je veux. Et c'est quoi du coup les principaux points de
de problèmes justement à ce niveau-là? C'est les escaliers, les portes lourdes, t'as dit? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Après, les portes lourdes, t'arrives toujours un peu à te... Ouais, mais bon, si tu passes un quart d'heure à ouvrir la porte, c'est On chiant, est d'accord. Après, les escaliers, bah, c'est rédhibitoire, hein. Ouais, Les escaliers, c'est mort. C'est rare qu'il y ait des portes trop étroites. Ouais, Ça ok. peut arriver. Dans les mobil-homes, par exemple, en camping. En fait, les portes sont super étroites. mais ça peut arriver. Et après, c'est aussi les choses en hauteur. Que tu peux pas forcément attraper. Et puis, mine de rien, sur l'extérieur, c'est par exemple tout ce qui est pavé. En vrai, c'est hyper galère, on se rend pas compte, mais les pavés... Ah ouais, ok. Enfin, ça, c'est galère. Et après, ça, bah, ils y peuvent rien. Mais les montées, les côtes, alors les descentes, c'est bon, c'est facile. Mais les montées, ça peut vite être compliqué de prendre un temps fou et te bousiller les épaules et voilà. T'arrives à ton rendez-vous, t'es en sueur et enfin voilà. Mais ça, après, ils y peuvent rien. Mais c'est ce qui complique un peu le quotidien, justement. Et les descentes, ça te fait pas peur? Parce que moi, tu sais qu'une descente comme ça, en skate, je me chie dessus. Hein. Bon, après, si elle est vraiment trop raide, je fais des petits virages. Ouais. Sinon, je peux faire aussi en 2 roues. Enfin, je me mets sur les 2 roues arrière. Ok. En wheeling. Ok. Donc après, non, les descentes, ça... Par contre, s'il pleut, ah bah, je peux plus freiner. Mes mains courantes, elles sont toutes glissantes. Donc s'il pleut, c'est la cata. Tu freines uniquement à la main? Parce que moi, j'ai eu un fauteuil roulant en primaire. Parce que j'avais des problèmes aux hanches, tu vois. Ok. Rien de cassé ou quoi, mais c'était épanchement de synovie. Et moi, c'était des espèces de des petits clapets, enfin, genre des trucs que tu venais caler contre les roues. Bah, ça, j'en ai, mais ça te permet pas de freiner. Ça te permet pas de Ça te freiner? permet de stabiliser ton fauteuil. Ah ouais, genre ça te permet de stopper, quoi. En gros. Ouais, c'est ça, de le stopper. Ok, ouais. Là, bah, par exemple, moi, je les mets inconsciemment, mais là, j'en aurais même pas besoin. Mais si par exemple, t'es dans un endroit qui est pas complètement plat, tu les mets, comme ça, au moins, tu bouges plus. Mais par contre, ça te permet pas de freiner dans les descentes. Dans les descentes, Ok. t'es obligé de serrer, en fait, les mains courantes pour freiner. Ok, je les utilisais sûrement très mal. Alors. À ce moment-là, j'ai fait l'outro du podcast, où je vous conseillais de vous abonner si vous voulez pas rater les prochains épisodes, et où je précisais que vous pourrez retrouver l'Instagram de Laura en description. Pour autant, on a continué de discuter avant que je commence à ranger, et comme tout était encore allumé, on a décidé de prolonger un peu le podcast. Et bah écoute, bientôt je vais faire un voyage à vélo, donc Ah ouais? si tu vas ouais. faire quoi? On va en Italie là-bas dans une semaine. On va faire le tour du lac de Côme et le tour du lac de Garde. Ok. Et en fait l'année dernière on avait fait le tour du lac de Constance à vélo. Donc sauf que l'année dernière on avait pris une agence de voyage, donc c'est eux qui nous transportaient nos affaires, donc c'était facile. Mais cette année on va se débrouiller, donc je pars avec mon copain et donc on va devoir transporter le fauteuil et tout, donc on part un peu à l'aventure, c'est cool. Ok. Première fois comme ça. Ouais, Putain, ok, trop stylé. ça va être bien. Ça va être quelques épreuves sur le trajet, j'imagine. Voilà, on sait même pas encore comment on va attacher le fauteuil derrière mon vélo, parce que mon vélo est déjà super long, je suis couchée, on va se débrouiller, on va trouver des solutions. Ouais, tu m'étonnes, c'est vrai que ce genre de vélo, ça doit prendre de la place, ouais. C'est pas pliable ou quoi que ce soit? Il peut se démonter un peu, pour mettre dans la voiture c'est pratique, mais sinon ça prend de la place, ouais. Même démonter, ça prend énormément de place. Ouais, ok. Ouais. Bah, si je baisse pas les sièges, ça prend tout mon coffre et j'ai un berlingot. Ok, ah ouais. Donc c'est quand même... Bon, tu peux rajouter des petits trucs par-ci par-là, mais... Ouais, faut pas être nombreux, quoi. Mm. Et d'ailleurs, le vélo, c'est pas crevant, genre, t'as tout dans les bras, du coup? Ouais, mais j'ai une assistance électrique, moi. Ok. Donc ça aide bien. Ouais, parce que j'avais pas envie de me bousiller les épaules. À forcer comme une bourrine. Ouais. Mais du coup, après, c'est moi qui mets l'assistance au point où j'ai envie, hein, enfin, à quel point ça m'aide. Mais du coup, ouais, c'est quand même bien cette assistance, parce que dès que c'est démonté, c'est quand même vraiment dur hein, pour les bras. Et mine de rien, le vélo est lourd, enfin... Donc, Ouais, tu m'étonnes. Il y a d'autres trucs comme ça, moyens de déplacement, entre guillemets, tu vois, appropriés, genre... en mode, je sais pas, trottinette adaptée ou des trucs comme ça, tu vois. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Ouais, bah tu peux mettre une sorte de roue que tu mets à l'avant de ton fauteuil. Ça te fait comme un peu une trottinette. Enfin, ok. Voilà, après moi j'en ai pas ça, mais c'est motorisé, donc c'est pratique. Enfin, pour tes déplacements, c'est pratique. Et sinon, moyen de déplacement... Moi par contre j'ai une roue que je rajoute à l'arrière de mon fauteuil, qui est motorisée aussi. Et du coup, bah, par exemple, ça peut m'aider si je vais me balader, qu'il y a des côtes et tout ça. Quand je vais au basket, par exemple, des fois, je suis pas loin à pied, je suis à un quart d'heure. Mais au retour, après l'entraînement de basket de 2 heures, si je dois grimper, c'est dur, donc du coup, je la mets et hop, c'est facile comme ça. Ok. Et est-ce que t'as plusieurs fauteuils, tu vois, genre, je sais pas s'il y en a qui sont
approprié à certaines activités ou quoi? Ah ouais, c'est pas le même fauteuil pour faire du sport que pour le quotidien. T'en as deux du coup? Alors c'est pas le mien, c'est celui du club, mais il faudra que je songe à m'en acheter un jour, mais c'est des coûts énormes. Donc voilà, pour le moment c'est le fauteuil du club qui me prête. Ok. Et ça coûte combien d'ailleurs un fauteuil? Un fauteuil de sport ou un fauteuil de Les deux. ville? Alors là, le mien, par exemple, il coûte plus de 6 000 euros. Ok. En gros, un bon fauteuil de ville, t'en as entre 5 et 7 000 euros. Et un fauteuil de sport, t'as entre 6 et 8 000 euros. En fait, à chaque fois, c'est des coûts comme ça. Un vélo, par exemple, là, le vélo que j'ai, c'est presque 10 000 euros. Putain, ouais. En fait, à chaque fois, c'est par coût de 10 000 euros presque. Ouais. Donc, tu veux faire une activité? Allez, 10 000 balles. Ok, bon, je vais réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette activité-là? Et ça, c'est pas remboursé par la sécu ou quoi? Genre un fauteuil roulant, tu vois? Autant un vélo, je me dis, ils peuvent te dire oui, c'est activité de loisir, tu vois? Alors, un fauteuil de ville, c'est 550 euros que la sécu te rembourse. Ok, ouais. Parce que c'est le fauteuil le plus basique. Avec 550 euros, tu peux t'acheter un fauteuil. Mais c'est un fauteuil type hôpital. Je sais pas si tu vois. C'est peut-être un peu un fauteuil que t'avais quand t'as dû avoir un fauteuil. Mais c'est un gros fauteuil avec des accoudoirs. Il est super lourd. Enfin, tu peux pas être autonome avec un fauteuil comme ça. Moi, mon fauteuil, je suis obligée de le porter pour le mettre dans la voiture. Toute seule. Ok. Donc, un fauteuil à 550 euros, je suis incapable de le mettre dans la voiture toute seule. C'est impossible. Donc, en fait, t'as pas le choix de mettre le prix. Et puis, c'est quand même ton moyen de déplacement tous les jours. T'as besoin qu'il soit léger. T'as envie qu'il soit un minimum esthétique quand même. Enfin, t'as des options que tu rajoutes en fonction de tes besoins. Donc tout de suite, ça chiffre. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Et est-ce que tu touches une pension, tu vois, ou je sais pas comment on appelle ça, par rapport à la paraplégie ou pas du tout? Alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'avec la sécu, ouais, j'ai ce qu'on appelle une pension d'invalidité, parce que du coup travailler à temps plein c'est quand même compliqué, parce que le quotidien, tout te prend plus de temps, Ouais, t'es plus fatigué, tout ça, donc ouais, j'ai une pension d'invalidité et après en fait moi j'avais une assurance c'est une garantie accident de la vie, ce qui va me permettre du coup en fait pas pour tout de suite, mais du coup, quand ils vont considérer mon état consolidé, normalement, je vais toucher un capital, en fait, une indemnisation, en fait. Donc voilà. Et ça veut dire quoi, un état consolidé? C'est-à-dire genre... Ça veut dire qu'il n'y a plus d'évolution. Okay. Enfin, mon état est stable, en gros, voilà. Parce que là, il y a des évolutions jusqu'ici? Bah, plus maintenant, mais au début, en fait, t'en as. Enfin, moi, par exemple, j'ai récupéré ma sensibilité, et quand je dis j'ai récupéré ma sensibilité, j'ai récupéré une partie de ma sensibilité. Enfin, je sens pas comme toi tu sens, je sens pas comme quand on me touche le bras. Mais j'ai récupéré un peu de sensibilité. Au niveau motricité, enfin voilà, je peux bouger un peu mes orteils, mais c'est tout. Donc, c'est pas très important. Mais voilà, en fait, eux, ils attendent vraiment que ton état soit hyper stable pour être sûr que tu récupères rien de nouveau. Parce qu'en fait, c'est en fonction de ton handicap, en fonction de ce que tu peux faire, pas faire, que tu vas toucher cette indemnisation. Donc voilà, ils attendent que ton état soit au plus stable. Et au moment où tu le touches, je veux dire, ça peut prendre des années, tu vois. Est-ce que t'as un truc rétroactif sur ce que t'aurais pu toucher pendant la période où t'as rien touché? Et bah du coup, pendant cette période-là, alors je touche rien, mais par contre, ils m'ont remboursé mon matériel. Okay. Mes aménagements, enfin là je suis dans l'attente qu'ils me remboursent, mais l'aménagement de mon logement, enfin voilà, j'avais une enveloppe quand même pour me permettre. Donc ça c'est un message. Prenez une garantie accident de la vie, ça sauve la vie parce que c'est des frais énormes. Et là en fait jusqu'à consolidation, en gros dans une certaine enveloppe, ils te remboursent quand même beaucoup de choses. Donc prenez une garantie accident de la vie, ça doit coûter 4 € par mois. Et ça te permet beaucoup de choses si t'as un accident malheureusement. Et ça c'est un truc que toi t'avais pris ou mes que tes parents, parents? C'est mes parents, okay. J'étais encore avec l'assurance de mes parents et ouais, c'est mes parents qui avaient pris ça. Bah bon, heureusement. Ouais, carrément. Heureusement. Ouais. Regardez vos contrats d'assurance. ouais, là pour le coup, c'est vrai que ça c'est vraiment le genre de conseil qui est vachement important. Ouais, dans ces situations-là. Carrément, parce que ouais, ça change la donne. Parce que quand tu dois tout débourser toi, on est sur des prix vraiment exorbitants. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des trucs, tu vois, auxquels t'aurais pas forcément pensé spontanément, mais vu que t'as fréquenté d'autres personnes qui sont handicapées, est-ce que t'as eu des astuces ou des trucs comme ça, justement par rapport à ce genre d'aide financière ou autre? Genre des trucs, tu vois, qui te viennent pas spontanément, ou c'est pas les acteurs qui vont venir vers toi, mais c'est toi qui dois aller chercher les personnes?
Bah après il y a ce qu'on appelle la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Donc ça, forcément, t'as un lien avec eux parce que du coup, c'est eux qui te font tes reconnaissances, qui acceptent les reconnaissances, qui te délivrent, tu sais, la carte de stationnement, la carte d'invalidité. Donc ça, on va dire que c'est une administration importante à connaître. Après, voilà, il faut avoir une bonne mutuelle aussi. Mais sinon, après, comme ça, j'ai pas trop de... Ok. Ouais. Après, si, se tourner vers les assos aussi. Parce que des fois, il y a des assos qui peuvent t'aider un peu à faire valoir tes droits. Parce que, enfin, par contre, quand t'es handi, t'as une charge administrative qui est juste énorme. Déjà, n'importe qui, ça saoule de déclarer les impôts, des trucs comme ça. Mais alors, quand t'es handi, t'as encore plus de papiers à faire. Tout le temps. Et c'est des délais hyper longs et... C'est toujours compliqué, mais parce qu'ils sont sous l'eau au niveau des administrations françaises. Mais c'est galère, ouais. Et puis ça fait plaisir à personne de s'en occuper. C'est pas parce que j'étais assistante sociale que ça me fait kiffer de m'occuper de ça, pas du tout. Ouais, carrément. Ok, ben écoute, je pense que si tout est good, on peut couper là. Et bah parfait. Ben merci encore d'être venu. Merci de nous avoir écoutés. Je vais dire merci à toi. Bah voilà, bah écoute, ça fait plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Laura en description, il y aura son Instagram. Si jamais tu veux que je rajoute d'autres choses, ce sera rajouté également. Et puis voilà. Ciao ciao.